Salut à tous. Si vous connaissez un peu la chaîne, vous savez que ce qui m'a toujours animé est le partage du cinéma. Le fait de ne pas exposer simplement mon point de vue, mais plutôt de le confronter, que ce soit avec mes partenaires sur la chaîne, ou même via d'autres youtubeurs, notamment au travers des interviews vérité, format qui avait beaucoup plu d'ailleurs. Car quand on est passionné, on aime le débat, on aime contredire, amener des pistes de réflexion, au risque de parfois se tromper, mais en étant honnête avec le spectateur, en livrant ce que l'on pense être notre vérité à un moment précis de notre vie. Bien évidemment, toute vérité est amenée à évoluer. Aujourd'hui, je me fais donc le plaisir d'inaugurer avec vous ce nouveau format « Tous les avis ne se valent pas », dans lequel je vais me servir de plusieurs vidéastes et me mettre en opposition avec leurs propos. Ça va saigner, ouais mes petits potes, c'est bien un match de joute verbale que je vous propose, et les coups bas ne sont pas autorisés. Du moins je crois. Aujourd'hui, les youtubeurs dont je vais essayer de contrecarrer les arguments sont Merej et Dirty Tommy, et ouais, pas des moindres. Dans une première partie, je vous donne mon avis sur ces youtubeurs. Puis en deuxième partie, je diffuserai des extraits de leurs vidéos afin d'interagir avec leurs propos et de développer une analyse du film. Et ce film, qui va servir de ring, est le film 28 ans plus tard de Danny Boyle, sorti le 18 juin 2025. Et croyez-moi, il y a beaucoup à en dire, notamment sur Alex Garland et ses thématiques. J'aime beaucoup Merej. Je regarde quelquefois ses vidéos, parfois je suis d'accord avec lui, bien souvent non, mais il a ce don de jouer un personnage, qui va finir par l'habiter d'ailleurs je crois, au point que les propos que je n'aime pas venant de lui me font marrer. Je lui porte un regard plutôt tendre, et quand il dit n'importe quoi, je trouve que ça lui va bien. Merej est un vrai cinéphile, qui aime se faire appeler cinéphage, histoire de se donner le droit de dire de grosses bêtises sans en avoir à se justifier. J'ai eu l'occasion de le rencontrer une fois sur Paris, pour la projection des courts-métrages du film Les Lettres de l'Angoisse, et je l'ai trouvé très sympathique. Nous avons également fait une interview vérité, ensemble, disponible sur la chaîne, et ça a été un vrai bon moment, comme c'est souvent le cas avec les mecs qui mouillent le maillot. Merej, il fonce tête baissée, je ne sais pas si c'est fou ou courageux, mais c'est généreux. Dirty Tommy, c'est le monsieur sourire des youtubeurs, toujours maîtrisé et calibré dans ses propos. Bon, évidemment, je fais un peu de sarcasme, si Dirty Tommy est aussi apprécié de certains, c'est justement parce qu'il dégomme tout. Il a des avis très clivants, il a son public, qui à mon avis doit suivre certaines de ses opinions politiques pour le suivre, car il se livre aussi beaucoup sur des sujets sociétaux. C'est ce que personnellement j'aime beaucoup moins. J'aimais quand il faisait des vidéos à deux avec les cousins pour leur cinéma, justement parce qu'ils étaient complémentaires, et qu'ils se disputaient parfois des opinions contraires. Là, je sais avant même de cliquer sur une vidéo ce qu'il va en dire, ce qui fait que je le suis moins. Je n'ai jamais eu la chance de rencontrer Dirty Tommy en personne, mais je l'avais eu au téléphone quand les cousins s'étaient séparés. Je lui avais, à ma petite échelle, donné quelques conseils pour sa chaîne perso, sans avoir parti ni pour lui ni pour David au sujet de leur conflit. Puis on ne s'est jamais reparlé, sauf que je lui avais demandé de participer à l'interview vérité, ce qu'il a refusé de faire, et c'est vraiment dommage car il aurait été un super participant, je suis sûr que vous auriez adoré. Dirty Tommy a eu le courage de se lancer exclusivement en tant que vidéaste, il a réussi à en vivre, ce qui prouve qu'il a du talent, donc bravo à lui. Voilà, le décor est planté, rentrons maintenant dans le vif du sujet, et je suis sûr que mes camarades youtubeurs ne m'en voudront pas de cette vidéo, car heureusement, et nous le savons tous, les youtubeurs cinéma ne sont pas susceptibles. Je vais être très clair tout de suite, j'ai adoré 28 ans plus tard. Et quelle ne fut pas ma surprise quand je suis allé sur YouTube et que je suis tombé sur ces miniatures. Quand on touche à ce qui est pour moi un des films les plus importants de l'année, je me dois d'apporter un point de vue contradictoire. Et si je devais résumer grossièrement l'avis de mes deux camarades youtubeurs, je pourrais dire que le film a de bons côtés grâce à Danny Boyle, et de mauvais côtés à cause d'Alex Garland. La preuve en image. En gros, du bon film d'horreur post-apocalyptique, mais évidemment gâché par une fin poseuse, mal écrite, sans intérêt. Et donc, merci qui ? Pas Danny Boyle, parce que Danny Boyle, j'ai envie de te dire que voilà, il est réalisateur sur ce film. Mais écrit par qui ? Écrit par Alex Garland. Tu sais, le réalisateur qui a des sujets en or et qui, avec ses sujets, fait tout le temps du caca. Oui, Danny Boyle est aux commandes, mais Alex Garland est au scénario. On sent immédiatement un grand rejet d'Alex Garland, et on peut se demander pourquoi tant de haine. En fait, selon moi, Merej et Dirty Tommy partent d'un mauvais postulat de départ. Visiblement, le film Men d'Alex Garland nous les a énervés. Moi, j'ai détesté Men, vous le savez, donc d'Alex Garland, écrit par Alex Garland, zéro subtilité, tous les hommes sont des connards, tous les hommes sont toxiques, tous les hommes sont des salauds.
Bah là, on replonge dans les mêmes travers. La justification du scénario d'Alex Garland, c'est de nous parler des hommes, c'est de nous parler du patriarcat, c'est de nous dire que tous les hommes, c'est des connards, c'est des méchants, etc. Oh, waouh, ok. Alors, attention, hein. On aime ou on déteste Men, tout comme on peut aimer ou détester 28 ans plus tard. Ce n'est absolument pas le problème. Mais ce qui me pose problème, c'est la déformation des propos d'un auteur, sous le prisme politique ou moralisateur. Le mieux pour leur répondre, je pense, est de citer l'artiste lui-même, Alex Garland, qui dit « Le film est conçu pour fonctionner comme un simple ghost story, ou comme une exploration symbolique de trauma intérieur, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes. » Dans Men, chaque homme que Harper croise est une variation du même archétype, oui. Mais ce n'est pas un jugement moral simpliste, c'est une mise en scène du ressenti d'une femme traumatisée. Cela ne veut pas dire « les hommes sont tous les mêmes », mais plutôt, lorsque l'on subit une agression, le trauma fait que l'on revoit le visage de son agresseur partout, et que l'on voit le mal partout. Il dit que la douleur infligée par certains hommes crée un écho mental, une prison où les mêmes scènes se répètent. C'est un cauchemar psychique plus qu'un message politique. Ce n'est pas un film qui dit que tous les hommes sont mauvais. C'est un film qui parle de certaines structures de comportements masculins qui se répètent, qui se perpétuent. C'était lors d'une interview dans le Guardian en 2022. Men est un film si riche en analyse et si complexe que le réduire à « tous les hommes sont nuls » relève d'un refus d'analyse. Pour ceux qui ne l'ont encore jamais vu, croyez-moi, on peut regarder Men et ne pas se sentir insulté quand on est un homme. J'en suis la preuve. D'ailleurs, Alex Garland dit également quelque chose de très intéressant. Je fais des films ambigus. Je pense que ce que vous y voyez dépend de qui vous êtes. Je trouve cette phrase très intéressante. Évidemment, ce serait de la mauvaise foi de ma part de ne pas dire que Garland cherche à dénoncer le patriarcat et certains comportements masculins, bien évidemment. Mais en toute honnêteté, j'ai beau chercher, je ne vois pas où est le problème. Garland dit lui-même qu'il veut d'abord faire réagir avant de donner des réponses toutes faites. C'est le rôle de l'artiste de jouer avec le spectateur, de dénoncer les choses. Des choses qui doivent évoluer sous le biais de l'art me semblent très nobles. Pourquoi se sentir à ce point attaqué et visé? Tous les hommes sont toxiques? Bah non. C'est si dommage de se sentir braqué contre un auteur et de rejeter en masse son travail sous ce prétexte. Il semblerait que Merej et Dirty Tommy voient ce film sous un seul prisme, celui de la détestation de l'évolution de notre société. Ainsi, woke ou encore patriarcat vont être des mots bombes employés à eux seuls comme servant d'argument pour démonter un film. Qu'est-ce que tu mets dans ton drame intimiste et qu'est-ce que tu vas défendre? Quelle idée tu me proposes? Et alors là, c'est une catastrophe, mais waouh! Comment tu gâches un film à cause de ce putain d'Alex Garland? Voilà, non mais je peux pas dire autrement. Modèle de vertu, regardez, c'est trop bien, regardez, ouais, les hommes sont moches, les hommes sont laids, le patriarcat c'est pourri, attention, les femmes sont sublimes. Alors, rappelons que ce putain d'Alex Garland est à l'écriture de La Plage, 28 jours plus tard, Sunshine, Dredd, Ex Machina, Men, Civil War et j'en passe. Alors, peut-on réellement faire un parallèle entre le film Men et 28 ans plus tard? Dans 28 ans plus tard, le mal n'est pas l'homme, mais le virus de la rage, une émotion humaine très primaire. Ce que Garland raconte, c'est que l'on peut tous en être porteurs, les hommes comme les femmes. Garland désigne pas un camp du mal contre un camp du bien, il dit plutôt « les systèmes qui perpétuent la violence sont souvent invisibles et rejoués inconsciemment ». Il montre comment le traumatisme se transmet comme un virus. Le médecin dans le film est-il mauvais? Non, clairement pas, non. Et pourtant, c'est un personnage important du récit. Le grand-père est-il mauvais? Non, il est imparfait, mais il n'est pas mauvais non plus. Le père lui-même est-il si mauvais? Je pense pas non plus. Boyle et Garland nous présentent un homme qui cherche à protéger son fils. Il sacrifie son repas pour donner à son fils du bacon, alors qu'il n'y en avait plus. Après leur sortie de chasse, il le félicite. Il lui dit qu'il s'est très bien débrouillé, alors que clairement il a été maladroit. Devant tout le monde, le papa va vanter les mérites de son fils à la chasse pour le mettre en avant. Il va utiliser le mensonge, ça c'est très important et on y reviendra juste après. Mais en tout cas, il n'est pas rabaissant publiquement comme pourrait l'être un père toxique. Les propos d'un auteur se perpétuent au fil de ses œuvres, et évidemment, les dérives de certaines masculinités toxiques viendront jalonner tout son cinéma, et donc aussi 28 ans plus tard. Mais c'est une erreur selon moi d'insister sur cette pensée négative comme quoi Garland déteste les hommes. Le problème, quand on reçoit une œuvre, c'est qu'on la reçoit de façon subjective, et que nous sommes prédisposés à aimer ou non une œuvre avant même de la visionner. Se persuader que Garland croit que tous les hommes sont mauvais emmène vers des analyses erronées. J'en veux pour preuve cet extrait. La ritournelle, le truc qu'on entend avec une femme qui dit des bottes, et encore des bottes, et la marche militaire, attention, et le patriarcat, et l'homme, et le truc. Et... Putain, mais c'est lourd de fou, quoi. C'est hallucinant de lourdeur, quoi. Mais vraiment, au niveau de la symbolique des trucs, quoi, putain.
Alors, la symbolique des trucs, comme dit Mireille, parlons-en. Ce que vous entendez dans le film, et également dans la bande-annonce d'ailleurs, est l'enregistrement audio du poème Boots de Rudyard Kipling, écrit en 1903. Rudyard Kipling est un poète et écrivain britannique qui a notamment écrit en 1894 le livre de la jungle, dont bientôt on nous dira qu'il dénonce le patriarcat peut-être du coup. Bon alors, ce poème ok, mais c'est quoi ce son? Eh bien c'est simplement l'enregistrement audio de ce poème. Enregistrement qui date de 1915 et qui a été fait, au risque d'en décevoir certains, par un homme. Et oui, c'est Taylor Holmes, un acteur américain qui récite ce poème. Up and down again. I have marched 6 weeks in hell and certify it is not 11, 5, 9 and 20 miles today, 4, 11. Alors évidemment, j'en veux pas à mes rêves, l'enregistrement étant ancien, de mauvaise qualité, probablement même retouché, pour en accentuer l'effet, on peut y entendre la voix d'une femme. Mais le fait est que ça n'est pas le cas, et ça change beaucoup de choses. Pour comprendre le rôle de cet extrait audio, sachez que cette version a été historiquement utilisée dans les écoles de Survival, Evasion, Resistance, Escape de l'armée américaine pour briser mentalement les soldats, soulignant le potentiel de torture psychologique de la répétition. Dans le trailer, ce son ritualisé crée une tension mentale et une ambiance totalitaire. Dans le film, cette version brutale fonctionne comme une agression auditive, une mise sous pression mentale. Ce poème accompagne nos deux personnages principaux et qui quittent la sécurité d'un abri pour affronter une terre dévastée. Ce son devient une descente dans l'inhumanité. La répétition mène à l'engloutissement. Ce choix de la part de Danny Boyle est également politique. Les Britanniques, pour survivre, doivent redevenir des soldats ou des bêtes. Ce son est le reflet d'un châtiment. Les Britanniques ont colonisé cette terre, et cette terre, maintenant, les colonise. Par les biais du virus, donc. Ces répétitions font également écho au rythme de la contamination, inexorable, mécanique, presque militaire, une longue agonie psychologique. Pour la petite histoire, c'est d'abord l'agence qui a fait la bande-annonce qui a trouvé ce son, et lorsque Boyle et Garland l'ont vu, ils ont adoré. Danny Boyle a voulu intégrer ce son en intro de son long-métrage pour nous plonger dans l'ambiance. Alors, ça semblait important pour Mireille de dire que c'était la voix d'une femme et que ça dénonçait le patriarcat, mais du coup, c'est une erreur. Revenons-en au film. De quoi nous parle 28 ans plus tard? Une sorte de récit initiatique d'un jeune homme, donc c'est le fils d'Aaron Taylor Johnson, qui va apprendre à survivre dans ce monde, dans cette Angleterre hyper dangereuse, bien évidemment, puisque remplie d'infectés, etc. Et donc oui, c'est un peu le parcours initiatique du héros traditionnel. On va passer de l'enfance à l'âge adulte, il va devenir un homme, etc. Et c'est peut-être là finalement un peu le point faible de ce 28 ans plus tard, puisque le fait d'amener cette notion de gamin, d'enfant qui doit survivre, va entraîner tout un tas de décisions dans une seconde partie, empêtrées dans une mélasse de politiquement correct, mais alors attention, comme j'ai rarement vu ces derniers temps. Et encore merci qui? Merci Alex Garland. Alors on a un enfant, il a un père. Mais il n'est pas bien son père, il est méchant son père, oui, il ment. Effectivement, nous avons le récit initiatique d'un enfant qui va apprendre à devenir adulte. Contrairement à ce que dit Dirty Tommy, je trouve que c'est une des grandes qualités du film. Pourquoi? Parce que c'est une thématique passionnante que Danny Boyle a déjà explorée dans son cinéma, au travers du film Millions, et également Slumdog Millionnaire. Placer une âme innocente dans un monde brutal, avec toutes les problématiques que ça engendre, c'est du Danny Boyle plus que du Alex Garland, justement, qui lui aime à traiter des traumas bien plus adultes. Ce qui intéresse le réalisateur, c'est de parler de l'innocence confrontée à un monde adulte corrompu. Dans Millions, on suit Damien, un enfant sensible, mystique même, qui croit au saint et à la charité. Il découvre une mallette pleine d'argent volé, juste avant le passage de l'euro, et veut en faire le bien. Autour de lui, des adultes voient en cet argent un pouvoir, un outil de manipulation, une source de profit. Dans Slumdog Millionnaire, un enfant des bidonvilles, élevé dans une violence extrême, va trouver son chemin et s'élever grâce à sa mémoire, mais surtout porté par son amour. Le même amour que Spike, l'enfant dans 28 ans plus tard, porte à sa mère malade, et qui va le pousser à affronter le monde dangereux afin de la guérir. Spike n'a jamais connu le monde sans infectés, il est naïf, avec ses croyances tout aussi sensibles. Il va découvrir la corruption du monde au travers du mensonge. Son père lui a dit du bien de lui, la maladie de sa mère, qu'on ne lui explique pas, la fidélité,
Au passage, le père trompe avec une femme qui était déjà en couple. La femme n'est donc pas montrée comme parfaite. Les 3 films racontent la même histoire. L'un, Millions, dans un monde encore debout mais proche de l'apocalypse, symbolisé du coup par le passage à l'euro. Le deuxième racontant l'enfer sur Terre, et le troisième dans un monde déjà effondré, symbolisé par l'infection. Danny Boyle, par cette thématique, interroge le spectateur. Peut-on grandir sans trahir ce que l'on est? Peut-on garder notre innocence, nos valeurs, ou doit-on fatalement se corrompre? 28 ans plus tard, doit se regarder à hauteur d'enfant. Ce qui veut dire que les décisions qui sont prises, les choix qui mènent à ces décisions, et leur impact, sont à interpréter du point de vue d'un enfant. Il me semble que Marriage et Dirty Tommy ne le voit pas sous cet œil. Et donc, en gros, de nous expliquer que le fils, quand il se barre, c'est de nous dire, voilà la justification. Donc, le père, bon, c'est un peu un menteur parce qu'il ment sur les exploits de son fils. Il trompe sa femme qui est malade et tout ça. Ok, bon. Troisième justification, c'est à un moment donné, il lui fout une torgnole. Ok. Et donc ça donne une justification totale pour que le fils, carrément, se sépare du père. C'est-à-dire quitte le noyau familial pour aller entraîner sa mère, en gros, pour sauver sa mère, entre guillemets, quoi. Et ça, c'est une justification pour le scénariste. Je suis désolé, pour moi, c'est encore un peu mince. Il va se dédouaner, évidemment, ce jeune garçon, de l'éducation toxique de son daron, hein, voilà, qui veut absolument en faire une brute. Ah, c'est pas bien, il faut pas savoir se défendre dans la vie. Allez, dégage de là. Alors, ce n'est pas la torgnole qui justifie à elle seule que le fils parte. Ce n'est qu'un élément déclencheur. Le vrai moteur, c'est la prise de conscience. C'est l'ouverture du regard. C'est justement le passage de l'enfance à l'âge adulte. Mon monde est-il vraiment tel que je l'ai toujours imaginé? L'enfant ne croit plus en rien et va devoir faire ses propres âmes tout seul, écrire sa propre histoire. C'est-à-dire que tu m'aurais raconté l'emprise du gars, du père, ou je sais pas moi, plus de saloperie du père, je t'aurais dit ok. Ah bah là je comprends plus, parce que s'ils avaient fait ça, ça aurait été justement à charge pour le père, et donc pour l'homme, pas sûr que c'eût été plus subtil. Pour un garçon, le rite initiatique donc est le moment où il cesse d'être un enfant dépendant et commence à s'identifier à une image de l'homme qu'il veut devenir. Cela implique souvent de quitter le giron maternel et d'entrer dans un monde perçu comme plus dur, plus structurant, celui du père ou des figures d'autorité. Spike va donc tuer le père, et dans la vénération de la mère, entre idéalisation et séparation. Mais ça, c'est pas Alex Garland et sa détestation des hommes, hein. C'était Freud déjà bien avant. En fait, l'idée, là, pour Garland, c'est de nous parler d'une société matriarcale. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, dans le film, quand elle meurt, justement, bon, le médecin, il dépouille le crâne, machin, et puis hop, il y a juste l'ossement. Et donc, le but, c'est de faire un empilement comme ça de crâne, et il lui demande de le placer, puisqu'il est question de se souvenir de la mort, tout ça. Enfin, c'est archi poseur, mais c'est en plus pas subtil pour un sou, mais bon, c'est pas grave. Et donc, en gros, il prend le crâne et il le met tout en haut de la pyramide et tout. Donc, symbole, évidemment, d'une société, d'embrasser en fait une société matriarcale. Donc la femme a toutes les qualités, on va dire que l'homme a tous les défauts, et puis non mais, je veux dire symboliquement, quoi, c'est incroyable, c'est-à-dire que même à la fin, eh ben, on va placer tout en haut de la pyramide, le crâne donc de sa mère, tout blanc, voilà, tout en haut de la pyramide des humains, bah oui, il y a la femme, il y a la maman surtout, voilà, c'est assez magnifique. Ou alors on y voit simplement le prolongement logique de toute la thématique sur le rite initiatique posé depuis le début du film. Spike vénère sa maman en la mettant en haut de la pyramide, et s'en sépare car il fait littéralement son deuil avec ses ossements. Ceci peut d'ailleurs également être interprété comme un aveu d'impuissance. Il n'a pas pu la sauver. Il ne l'a ni tuée, ni réussi à s'en séparer. La pyramide devient un monument à l'amour perdu, mais aussi au garçon qui n'a jamais grandi, un enfant roi devenu tyran du souvenir. D'ailleurs, le geste de Spike consiste à orienter le crâne vers l'île. La mère ainsi ne meurt pas, elle mute et son fantôme plane sur l'île. On se retrouve donc avec Ayla, c'est Isla mais ça se prononce Ayla. Hein. Vous l'aurez deviné, le prénom de la maman signifie île. Elle est l'île aux yeux de Spike. Elle est son refuge, elle est censée le protéger, mais le virus l'a contaminé. Pour le coup, il s'agit de la maladie, le virus, hein, c'est la maladie. Mais c'est intéressant de voir comment Danny Boyle utilise la mise en scène pour filmer justement cette femme comme infectée, justement. Papa, vas-y, toi. Spike, Encore ce serait mieux si quand tu... je serai vivre, tu D'accord, vas d'accord, dans d'accord. C'est bon, je descends, c'est bon. Calme-toi. Maman. L'île, chez Boyle et Garland, c'est une utopie qui déraille. Ce n'est pas un refuge, c'est un théâtre de la chute humaine. On veut fuir la réalité, créer un monde parfait, mais ce monde ne tient qu'en niant l'autre, en excluant et en mentant. Et c'est cette violence contenue, ce refoulé qui finit par jaillir comme une épidémie.
Le parallèle avec le film La Plage, du coup, est évident. Celui avec Annihilation l'est un peu moins, mais reste pour autant solide. Dans Annihilation, l'héroïne, jouée par Nathalie Portman, entre dans la zone avec un mélange d'ouverture, de naïveté et de douleur non digérée. C'est celle qui accepte de ne pas comprendre, qui avance quand les autres résistent, et c'est elle qui va au bout de la transformation. Elle n'est pas un enfant au sens âge, mais elle garde une certaine plasticité mentale, une réceptivité qui rappelle celle de l'enfant. Elle entre dans la zone en croyant qu'elle va affronter un phénomène extérieur, un mystère à élucider, une menace à comprendre. Mais ce qu'elle découvre, c'est que la zone la transforme, elle et tous les autres. C'est un lieu où les identités se brouillent, où les corps et l'esprit sont altérés, où chacun est confronté à une version instable, mutante de lui-même. À la fin, quand elle affronte cette entité qui mime ses gestes, c'est comme si elle affrontait une version d'elle-même, ou plutôt un écho de son être. Ce n'est plus un monstre extérieur, c'est l'effet qu'elle a eu sur le monde, et ce que le monde a fait d'elle. Elle n'en sort pas indemne, elle est changée. Et ça, c'est une métaphore assez claire d'une transition. Pas juste une quête de vérité, mais une expérience de transformation intérieure profonde. Et c'est exactement ce qui se joue aussi dans 28 ans plus tard. Le monde extérieur semble dangereux, contaminé, mais ce qui fait vraiment mal, c'est quand la contamination entre dans l'espace intime, dans le foyer, dans la famille. Ce n'est pas seulement une question de fuir les zombies, les infectés, pardon, c'est de comprendre que même les parents, même les proches, même soi-même peuvent être touchés, porteurs de ce mal, ou en mentir l'existence. Et là encore, on ne revient pas en arrière. L'enfant n'est plus dans l'illusion, il est confronté à une vérité trop grande, trop lourde, trop adulte. Ce qui est le plus marquant, c'est quand cet enfant parle au père, à la fin en lui disant « je rentrerai quand je serai prêt », à comprendre quand je serai vraiment devenu un homme. Et qu'il continue son chemin seul, avant de tomber sur ce groupe de survivants, à perruque blonde, les mêmes enfants traumatisés au début, vous savez, qui regardaient les Teletubbies. Leur apparence, la tenue, la coiffure, le visage et tout, évoquent une esthétique dérangeante avec des connotations visuelles très spécifiques. Notamment, un look qui peut faire penser à Jimmy Savile, figure tristement célèbre au Royaume-Uni pour ses crimes pédocriminels longtemps dissimulés. Du point de vue du jeune garçon, c'est peut-être donc une forme de cauchemar éveillé après avoir perdu ses parents, après avoir traversé la violence et la mort. Ce qu'il retrouve à la fin n'est pas une communauté chaleureuse ou une renaissance, mais des enfants zombifiés par l'image, figés dans une culture qui ne protège pas. Si le look des enfants rappelle Savile, alors c'est peut-être aussi une critique du fait que des figures médiatiques puissent être perçues comme bienveillantes, tout en cachant un mal profond. Ce que Garland a aussi exploré dans Men, où les visages familiers se transforment en cauchemars. Quel point nous restait-il à aborder? Le symbole, quoi, avec la ligne d'horizon comme ça, où on a l'infecté, le mâle alpha, s'il te plaît. Donc, c'est comme ça que ça s'appelle, l'alpha. C'est génial, vraiment. Bravo. Subtilité zéro, j'adore. Voilà, tous à poil, comme ça, avec des énormes tubs apparentes et tout. C'est excellent. Ah oui, le fameux mâle alpha. C'est vrai que le jeu de mots peut rendre la comparaison un petit peu poussive, sauf que j'ai beau tendre l'oreille. Non, je confirme, il ne prononce jamais mâle alpha, mais bien uniquement alpha. Attention, parce que c'est une petite interprétation qui, là aussi, tend à imaginer autre chose, des intentions de l'auteur. Que ce personnage colossal soit appelé l'alpha est plutôt logique. Il reflète ce que Boyle et Garland avaient déjà amorcé dans Sunshine avec le personnage à la fin devenu monstrueux, vous vous rappelez? J'ai directement pensé à lui en voyant cet alpha errer dans la nature, à côté d'un arbre rappelant le jardin d'Éden. Dans Sunshine, du coup, qui est réalisé par Danny Boyle et écrit par Garland aussi, le survivant final est le capitaine Pinbaker. Il est à la fois monstrueux et mystique, brûlé par la lumière du soleil, rendu fou par l'isolement et la proximité d'une entité qu'il perçoit comme divine. Il croit que l'humanité n'a pas à sauver le soleil, que l'extinction est un plan cosmique. Il n'est pas infecté, comme dans 28 semaines plus tard, mais il est transformé de l'intérieur par une expérience limite, la solitude, le fanatisme, la lumière. Il tue au nom d'une révélation métaphysique. Alors quel est le lien entre les deux? Ce sont deux visages du fantasme destructeur. L'homme qui se prend pour un dieu. L'alpha, dans 28 semaines plus tard, agit par pulsion. Il n'a pas d'individualité. Ce sont également deux formes de contamination, l'un par le virus physique de la rage, l'autre par la révélation mystique avec le soleil comme divinité. Dans les deux cas, Garland montre que le mal ne vient pas de l'extérieur, il est déjà en nous en fait. Il suffit d'un contexte extrême pour qu'il émerge. Et le personnage du médecin dans tout ça, bien lui aussi sert au questionnement que Boyle et Garland traitent depuis plusieurs films. Que fait-on face à l'inéluctable? Que devient l'humain quand il est confronté à l'effondrement du corps, du sens, du monde?
Que dit-il sur la mort? Le médecin ne parle pas de la mort comme d'un événement ponctuel, mais comme d'un processus, une contamination, une forme de dissolution de soi. Il ne cherche d'ailleurs pas à tuer l'alpha, car il semble fasciné, ou peut-être piégé, parce qu'il incarne une version radicale de l'humain, peut-être l'avenir de l'espèce, ou peut-être même son miroir. Il dit en substance, dans la version rapportée, il dit « La mort n'est pas une fin, c'est une transformation, un passage vers autre chose ». Ce discours reprend des accents philosophiques, voire religieux, comme si, face à la fin, le médecin avait renoncé à sauver quoi que ce soit, ou s'était résolu à observer, fasciné, l'ultime métamorphose de l'humain. Il évoque aussi la mort non comme extinction, mais comme une contagion. Le virus, l'homme, la domination, la violence, la peur, tout cela survit, se propage et mute. Mais surtout, et c'est peut-être le plus fort, l'alpha, c'est une part de lui-même. Il le garde vivant parce qu'il ne veut pas tuer ce que ça représente. La violence qu'on porte tous en soi, qu'on croit dominer, qu'on pense pouvoir étudier à distance. Le scientifique croit encore qu'il est au-dessus de ça, qu'il peut rester objectif, qu'il peut contenir le mal sans s'y brûler. Et c'est là que Garland est très cruel. Le film montre que cette posture est un leurre. À force d'observer la bête sans l'affronter, on finit par la laisser gagner. Donc en gros, ce refus de tuer, ce n'est pas la pitié ni l'oubli, c'est une fuite, une croyance naïve dans le pouvoir de la science ou de la neutralité face à un mal qui est profondément humain, trop humain. C'est une idée qu'on retrouve aussi dans Ex Machina d'ailleurs. Croire qu'on peut créer quelque chose de monstrueux et le garder sous contrôle, c'est souvent ce qui précipite la catastrophe. 28 ans plus tard est un film post-apocalyptique dense et organique, qui mêle l'horreur virale à la réflexion profonde sur la vie, la transformation et la transmission. Centré sur une fratrie et un père vivant reclus sur une île épargnée par l'épidémie de rage, le film brouille les repères entre innocence et sauvagerie, famille et domination, vérité et mensonge. Lorsque le virus réapparaît sous une forme plus brutale, incarné par l'alpha, presque mythologique, le récit bascule. Ce n'est plus seulement la survie physique qui est en jeu, mais la survie de l'humain en tant qu'idée. Avec une mise en scène tendue, presque hallucinée, et une écriture marquée par la fascination pour des mutations, 28 ans plus tard s'impose comme une œuvre charnière. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, dites-le en commentaire, et du coup, peut-être qu'on remettra le couvert. À l'époque, Alex Garland, il était subtil, il était malin, pas comme maintenant, en 2025. Le pauvre, il a vieilli, il faut qu'il arrête d'écrire, parce que à l'époque, il y avait cette notion de complémentarité, et non pas d'opposition. Et ouais, il faut qu'il arrête de scénariser, en fait.